شكرا سيد الرئيس. أولا أريد أن أشكر l'ordre des experts comptables pour cette occasion qui m'a été offerte pour revoir beaucoup d'amis, revoir d'anciens étudiants et participer à la discussion de ce thème qui a été choisi d'une façon si pertinente oui, c'est ça. Voilà. Si pertinente dans cette période de mutation de la société tunisienne et de système politique, et on ne sait pas sur quoi il va atterrir, ce système politique. Parler aujourd'hui de la décentralisation, c'est, comme ça a été dit, redonner la place au sens de la République au niveau de la base, au niveau local. Dans ma présentation, je vais essayer, comme en tant qu'universitaire, nous sommes habitués à creuser dans les concepts, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire de la théorie théorisante. Je vais essayer, maintenant que je ne suis plus professeur et que je suis consultante, je suis beaucoup plus en contact avec le terrain, et donc je vais essayer de partir de cet approfondissement des concepts à des propositions concrètes sur comment réaliser la décentralisation. Ma présentation va comporter 3 points. D'abord, quel rapport entre décentralisation, gouvernance et démocratie? On a beaucoup parlé de gouvernance tout à l'heure. Est-ce qu'on peut appliquer la décentralisation sans tenir compte du fonctionnement du milieu local? Parce que le milieu local, il a ses lois, il a ses règles, il a son mode de fonctionnement. Et enfin, comment réaliser le développement régional? Et bien sûr, ça ne peut être qu'à travers la dynamique économique et à travers l'entrepreneuriat. Donc, je vais essayer de mettre en musique ces différents concepts avec le développement économique et l'entrepreneuriat. La décentralisation, est-ce que c'est vraiment un moyen d'améliorer la gouvernance? Peut-être. Mais ce n'est pas une panacée. On ne peut pas régler tous les problèmes avec les décentralisations parce qu'il ne faut pas oublier que le concept de gouvernance a été introduit en 1980 sous le gouvernement de Madame Thatcher par réaction à la décentralisation et au mode de gouvernance dans les localités, dans les régions, dans les départements. Et le concept a été avancé à travers une étude qui visait justement à recomposer le pouvoir local, entre guillemets, décentralisé. Et le principal défaut qui a été reproché à ce gouvernement décentralisé, c'est que justement, il ne développait pas suffisamment d'interaction entre les institutions administratives officielles et les autres composantes de la société civile et des entreprises. Donc c'était ça le principal problème et c'est pour ça que l'étude a été menée et a avancé le concept de gouvernance. Introduire une bonne gouvernance, mais c'est quoi la bonne gouvernance? Quand on revient à la littérature, on constate qu'il y a 3 piliers de la gouvernance, de la bonne gouvernance. C'est la transparence, on en parle beaucoup en Tunisie, je n'ai pas besoin d'expliquer. La redevabilité, c'est-à-dire que l'on doit rendre des comptes et que tous les responsables doivent rendre des comptes et s'ils doivent rendre des comptes, ils doivent être sanctionnés, bien sûr, positivement ou négativement. Et l'autre pilier, c'est la participation des différents acteurs locaux. Et vous savez qu'il y a une commission mondiale sur la gouvernance qui définit la gouvernance en ces termes-là. C'est l'ensemble des différentes façons dont les individus et les institutions publiques et privées gèrent leurs affaires communes. C'est un processus continu de coopération, d'accommodement entre des initiés divers et conflictuels. Vous constatez qu'on ne parle pas de loi, on ne parle pas de règles,
On parle d'acteurs qui sont des individus et des institutions qui travaillent ensemble tout en ayant des intérêts divers et conflictuels. Et le petit film qu'on a passé tout à l'heure a montré comment l'ordre des experts comptables a émergé dans un contexte d'intérêts divers et de conflictualité. Et les différentes instances ont essayé de gérer ces conflictualités pour atteindre un objectif qui est l'objectif qui est dans l'intérêt de l'institution qui appartient à la société civile. Donc, quand on parle de gouvernance, on est loin de l'acception classique du gouvernement. Le gouvernement, dans son acception classique, c'est la loi, c'est la règle, c'est la hiérarchie, c'est l'ordre et c'est l'autorité, de préférence centralisée, bien entendu. Or, dans le concept de gouvernance, on reconnaît qu'il y a des divergences d'intérêts, on fait avec. Donc, la gouvernance, c'est un processus continu d'arrangement. C'est des arrangements donc, qui sont innovants souvent, mais qui sont construits, qui sont acceptables par les différents protagonistes, qu'ils soient publics ou privés. C'est aussi la construction d'objectifs partagés. Dans le système de gouvernement, les objectifs sont définis au sommet, tandis que là, dans la gouvernance, on doit arriver, malgré les divergences d'intérêts, malgré la conflictualité, arriver à construire des objectifs partagés. Donc, la gouvernance, ce n'est pas la décision qui tombe d'en haut, mais c'est des interactions. Et le bon gouvernant, c'est celui qui est capable de gérer ces interactions avec leurs difficultés, avec leur conflictualité, mais aussi avec la capacité des acteurs à être capables de faire émerger des objectifs partagés. Et décentraliser, bien sûr, c'est pratiquer la bonne gouvernance au niveau local, et ce n'est pas facile. Ce n'est pas déconcentré, parce qu'en Tunisie, on a beaucoup parlé de décentralisation, mais on ne faisait que de la déconcentration, c'est-à-dire qu'on allège la charge des instances centrales, mais le pouvoir, il reste entier entre les mains de ces instances centrales. Faire de la bonne gouvernance et décentraliser, c'est favoriser l'interaction libre, je dis bien libre, entre les acteurs qui vivent sur un territoire, qui sont capables d'exercer leur capacité pour faire des choix, pour prendre des décisions et pour passer à l'action. Donc, dans la décentralisation, il y a autonomisation. Autonomiser les populations locales. Les autonomiser, c'est-à-dire leur permettre d'ouvrir les champs des possibles, de faire des choix, de disposer d'une capacité d'exploiter les ressources disponibles. Et surtout, la perception qu'on est des acteurs du changement et non pas des victimes ou des bénéficiaires passifs et soumis aux changements qui se produisent. Le propre des dictatures, justement, c'est de faire croire aux gens que tout se fait par le gouvernement et que si rien ne se passe, c'est qu'ils sont des victimes. Et c'est aussi privilégier certaines catégories par rapport à d'autres pour être bénéficiaires des décisions qui se prennent. Donc, la gouvernance, c'est justement, doit passer par l'autonomisation des populations locales, leur donner du pouvoir. Et c'est comme ça que l'on voit qu'il y a un intérêt très fort entre décentralisation et démocratie. Mais de quelle démocratie parle-t-on? De la démocratie libérale, c'est-à-dire élective, un individu égale un électeur, égale une voix, un choix personnel, mais souvent ce choix personnel est manipulé. On sait qu'aujourd'hui, la communication politique, c'est une industrie, et donc les choix ne sont pas nécessairement personnels. La démocratie libérale, c'est un centre, c'est la reconnaissance qu'il y a un centre principal de pouvoir. On parle de notre ANC de temps en temps pour dire qu'ils sont maîtres d'eux-mêmes, c'est le centre du pouvoir. Et donc là, on était dans une démocratie élective. Or,
Ce dont on a besoin pour qu'il y ait décentralisation, c'est d'une démocratie délibérative, selon les termes de Habermas, le philosophe politologue allemand. La démocratie délibérative suppose qu'il n'y a pas un seul centre du pouvoir, mais qu'il y a plusieurs centres de pouvoir qui peuvent être conflictuels, mais qui peuvent fonctionner. Les comportements ne sont pas orientés par la loi uniquement, mais aussi par des valeurs et des normes sociales. Et les valeurs et les normes sociales sont les produits de la société locale, nationale et locale. C'est l'interactivité et le réseautage qui doivent primer sur les actions individuelles. C'est l'émergence ininterrompue de nouvelles lois, de nouvelles normes partagées. Et ceci, c'est le fait, non pas d'une décision centrale, mais c'est le fait des interactions sociales et pas nécessairement celui des interactions au niveau de l'autorité institutionnelle. Donc, on voit que dans la démocratie délibérative, les choses sont beaucoup plus compliquées. Et les pouvoirs cherchent leur légitimité, non pas à travers les élections, mais à travers leur connectivité avec l'environnement social. Ils sont à l'écoute de cet environnement social. Ils sont le porte-parole, ils sont ceux qui organisent le débat à l'intérieur de cet environnement social. Et donc, l'autorité et la loi ne sont pas les seuls moyens de régulation, mais ils s'associent à l'autorégulation d'acteurs sociaux qui ne sont plus désormais de simples objets, mais des auteurs de la loi. Alors, est-ce qu'on peut appliquer la décentralisation et la gouvernance dans n'importe quel milieu? Pour répondre à cette question, il faut savoir comment fonctionnent les milieux. Et ce qui m'intéresse, moi, dans les milieux, c'est leur capacité à générer de la richesse, à créer des entreprises, à avoir un taux d'activité entrepreneuriale suffisant pour permettre une vie décente. Et là, il y a une petite idée reçue que nous avons en Tunisie et qui a été en fait remise en question par le livre blanc qui a été publié en 2012 par le ministère de la Planification et du Développement régional, qui a battu en brèche cette idée reçue, mais on n'a pas fait beaucoup de publicité autour de ça. Dans ce livre-là, on constate que les gouvernorats pauvres ne sont pas ceux où l'État n'a pas investi, mais ce sont ceux où il y a une défaillance de l'investissement privé. Et les chiffres sont là. Si les investissements publics réalisés de 92 à 2010, donc durant 9 années, dans les régions qui sont considérées comme étant économiquement avantagées, c'est en millions de dinars. Ça varie entre 2107 millions à peu près à 2600 millions dans les gouvernorats qui sont considérés comme étant avantagés. Dans les gouvernorats qui sont considérés désavantagés, comme Tozr, Gafsak, Belli, Le Kef, etc., l'investissement public a été pratiquement le double, entre 4 477 millions de dinars et 5 141 millions de dinars. Donc, là, où est le problème? Eh bien, le problème, c'est au niveau de l'investissement privé. L'investissement privé dans les régions dites avantagées, l'investissement entre 92 et 2010 par habitant en dinars, c'est 7 214 à 9 507 dans les régions dites favorisées. Dans les régions défavorisées, c'est entre 2600 et 2700 dinars par tête d'habitant sur 9 ans. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que la défaillance, c'est au niveau du taux d'activité entrepreneuriale d'investissement. Et au fait que les gens dans les régions dites défavorisées n'investissent pas chez eux. C'est ça la question. Ils vont investir ailleurs. Et même on dit que Sfax c'est une ville entreprenante, etc. Mais les Sfaxiens, ils vont investir ailleurs aussi. Eh bien justement parce qu'il y a un problème au niveau de la cohérence entre la volonté d'investir et le cadre qu'il y a pour investir. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des régions entreprenantes et d'autres qui ne le sont pas ou qui le sont moins? Eh bien, il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur du contexte, le facteur du fonctionnement de la société, comment la société fonctionne, et puis il y a les paradoxes et les tensions. En Tunisie, généralement, on n'aime pas parler de conflits et de tensions, alors qu'en fait,
les conflits et les tensions, ça produit de l'énergie. Il n'y a pas de société développée où il n'y a pas beaucoup de tensions, parce que c'est ça qui crée la dynamique. Alors, le contexte. Personnellement, j'ai beaucoup travaillé sur Sfax, et puis il y a beaucoup d'auteurs qui ont travaillé sur les régions entreprenantes, innovantes, etc. Par quoi se caractérise le contexte? Eh bien, il y a la géographie. Où est-ce qu'on se positionne géographiquement? Il y a l'histoire, c'est très très important. On n'a pas le temps, mais je parlerai tout à l'heure, si on me pose des questions, sur la dimension historique de l'entrepreneuriat à Sfax. Il y a l'infrastructure, il y a les services communs, il y a la disponibilité de la main-d'œuvre qualifiée, il y a la concentration des entreprises. Si vous n'avez pas d'entreprise autour de vous pour vous fournir, pour faire la maintenance, etc., vous n'allez pas investir dans une région où il n'y a rien. Donc vous allez investir là où vous pouvez trouver les services. Il y a toutes les commodités concernant la santé, l'éducation, etc. Et puis, chose très importante, il y a la culture. Comment les gens se perçoivent? Comment ils perçoivent l'initiative? Comment ils perçoivent celui qui réussit? Est-ce qu'on est dans une société où on coupe les arbres qui dépassent, ou bien dans une société où on entretient les arbres qui dépassent parce qu'ils peuvent jouer le rôle de force motrice pour le développement du reste? Il y a les valeurs qui sont liées à la concurrence. Est-ce qu'on tolère la concurrence? Il y a les valeurs qui sont liées à la science et au savoir. Parce qu'on peut aussi être dans une société qui ne croit pas à la science. Et bien, tout ceci, ça fait partie du contexte. Il y a aussi le fonctionnement du milieu. Les milieux entreprenants se présentent comme un espace où il y a de la communication, où il y a de la négociation, où l'on peut utiliser en commun des ressources pour les affaires. On apprend, il y a un apprentissage collectif, il y a une mobilité des professionnels et des entrepreneurs. Et surtout, l'entrepreneur, il trouve des opportunités pour coopérer, pour échanger, pour apprendre, pour mutualiser les moyens. Et il y a beaucoup d'exemples. Malheureusement, je n'ai pas le temps pour en parler. L'autre élément du milieu, c'est les paradoxes et les tensions. Qu'est-ce que ça veut dire, les paradoxes? Eh bien, on a constaté que dans les milieux innovateurs, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de paradoxes. Un paradoxe, c'est le fait qu'il y a la chose qui est présente et son contraire. À l'image du dieu de la mythologie romaine, Janus, qui est ainsi représenté, il est représenté avec deux têtes, l'une tournée vers l'Orient, l'autre vers l'Occident. C'est le dieu des commencements et des fins, c'est le dieu de la chose et de son contraire. Eh bien, dans les milieux innovateurs, on a cette situation où on accepte la coexistence de ce qui est bon et ce qui est mauvais, de ce qui est encourageant et décourageant, de la concurrence et de la coopération. Des exemples, par exemple, dans les milieux innovants, vous savez, on innove tout le temps. Pourquoi? Eh bien, parce que l'innovation, elle est rapidement diffusée, et quand elle est diffusée, elle devient obsolète, et il faut innover encore. Et c'est ça. Et il y a aussi une interdépendance entre les agents économiques qui sont à la fois des acteurs qui sont associés, mais qui sont autonomes. Il y a un respect de la liberté de l'initiative, la liberté individuelle, mais en même temps, il y a des pressions sociales. On est dans une logique de compétition, de la coopération et de la concurrence en même temps. On se spécialise, mais en même temps, on s'intègre dans un réseau. Et voilà les paradoxes qui font les milieux entreprenants et innovateurs et qui sont tolérés par les entrepreneurs. Comment maintenant réaliser un développement régional? Gouvernance, décentralisation et stimulation de l'entrepreneuriat, c'est ça le clou. Il n'y a pas de décentralisation utile s'il n'y a pas de développement économique, il n'y a pas de développement économique s'il n'y a pas d'entrepreneuriat. Vous savez que dans le monde, il y a des régions qui sont plus entreprenantes que d'autres. Le GEM a mesuré ça avec le TA, Total Entrepreneurship Activity. Mais ces régions-là, on a parlé tout à l'heure de la Catalogne, des régions la Catalogne c'était une région très très pauvre, mais c'est la société civile, en partenariat avec l'administration et ces institutions et les entreprises privées, qui ont fait quelque chose pour passer d'une situation de sous-développement économique à une situation de leader économique.
Alors, il y a quelques exemples. L'exemple du Québec, par exemple, vous savez que la province du Québec est moins développée entrepreneurialement parlant que les autres provinces du Canada. Eh bien, c'est la Fondation de l'entrepreneurship qui a pris à charge le problème, qui s'est engagée dans le développement économique et social du Québec. Comment? Eh bien, à travers le développement de la culture entrepreneuriale et de l'entrepreneuriat. Il y a en Catalogne la fondation Bosch i Canberra, qui est une fondation qui a été créée avec l'Université de Barcelone et qui a joué un grand rôle dans le transfert de la technologie et dans la sensibilisation des entrepreneurs à résoudre leurs problèmes d'une manière scientifique et non pas d'une manière artisanale. Et puis il y a l'exemple de France Initiative que certains connaissent et qui a aujourd'hui une antenne à Médine, Tunisie Initiative, qui, elle, constitue un réseau associatif pour le financement et l'accompagnement des créateurs d'entreprises. Voilà des exemples pour développer l'entrepreneuriat. Alors, quelle feuille de route pour la Tunisie, pour le développement régional de notre pays? Je pense qu'il faut d'abord un nouveau regard pour la région. Il ne faut plus que la région soit synonyme de gouvernorat. Le gouvernorat, c'est une chose et la région, c'est une autre. Et c'est pour ça que, à mon avis, les gouvernorats qui sont plus entreprenants que les autres doivent être responsabilisés pour jouer le rôle de locomotive pour les gouvernorats qui sont moins entreprenants pour développer l'entrepreneuriat à leur niveau. Et je pense que c'est très, très faisable. Il faut doter les institutions régionales d'un réel pouvoir de décision et davantage d'autonomie pour qu'elles puissent développer une coopération interinstitutionnelle. Le gros problème, c'est comment gérer la coopération interinstitutionnelle pour qu'il y ait réellement une gouvernance décentralisée et qu'il y ait une dynamique économique. Rapprocher les services des utilisateurs et stimuler la création d'entreprises de services à travers la sous-traitance, à travers les SEMAG, ça c'est très très important. Combler les défaillances de la chaîne de valeur. Généralement, quand on pense à une activité, je prends par exemple l'artisanat, on pense à l'artisanat, on pense que la production, alors que toute la chaîne de valeur n'est pas contrôlée par les artisans et les artisanes. Raisonner en termes de chaîne de valeur, c'est aussi orienter l'investissement pour combler les défaillances de la chaîne de valeur d'une activité qui existe sur le plan local, qui est florissante. Et donc, autre point, c'est le renforcement de la coopération interrégionale, à la fois nationale et internationale. Mettre en valeur les facteurs de différenciation de la région. Moi, je pense à la région comme à l'entreprise. Il faut qu'elle soit performante, mais aussi il faut qu'elle soit concurrentielle par rapport aux autres régions. Il faut donc, pour ne pas aussi aller dans tous les sens, il faut élaborer un plan de développement régional qui soit une émergence locale et qui met en musique les intérêts divergents des différents acteurs. Capitaliser sur les métiers traditionnels. Vous savez qu'en Asie du Sud-Est, il y a des régions qui se sont beaucoup développées en greffant un peu de technologie, en greffant un peu d'organisation et de marketing sur des métiers traditionnels. Et ça, je pense qu'en Tunisie, avec la richesse de l'artisanat, on peut faire énormément pour le développement des régions. En définitive, renforcer la compétitivité des régions. Décentraliser doit aller avec le renforcement de la compétitivité pour améliorer le positionnement de la région, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale, rendre les régions plus attractives, ça a été dit tout à l'heure par mon prédécesseur, les rendre plus attractives, aussi bien pour les investisseurs que pour leurs propres habitants. Les régions dites défavorisées souffrent d'un bilan démographique négatif. C'est autant de pertes pour ces régions-là. Et finalement, développer une région, c'est aussi mettre fin à l'hémorragie de l'exode et de l'immigration qui vide les régions de leurs ressources humaines. Et je vous remercie.